faisais un métier qui me plaisait plutôt bien, mais j'avais pas de grand plaisir à... Enfin, c'était pas ce que je fais aujourd'hui. Il y a des gens qui vont te dire... On fait pas que c'est ça. pas utile de contacter les galeries parce que c'est eux qui te contactent. Ouais. Moi, je suis pas d'accord. À Paris, on a une diversité culturelle incroyable et je me suis rendu compte de ça assez tardivement. Je suis hyper excité toujours et j'espère que je pourrai toujours garder cet enthousiasme et cette excitation face à ce que je fais. Moi, je me prends pas mal la tête là-dessus. Ça me fatigue beaucoup quand même. Le jour où je pourrai déléguer ça, je pense que je vais le faire. Il y a un côté chance, mais il y a un côté aussi n'importe qui peut y arriver en fait, je pense. Après, parfois tu le fais, tu fais exactement ce qu'il faut. Et ça marche pas. Et c'est chiant. Aujourd'hui, c'est une interview un peu spéciale et hors série puisque la personne que j'interviewe, Warren, est un ami de longue date qui n'a rien à voir avec le cinéma, qui n'est pas réalisateur, mais qui est artiste peintre. Il a un parcours extrêmement intéressant, je trouve, puisqu'avant il était préparateur en pharmacie pendant des années et qu'il est devenu artiste peintre et qu'il arrive à en vivre. Donc il nous raconte dans cette interview tout son cheminement, comment sa créativité s'est développée, comment elle est arrivée, comment il a su la faire fructifier pour pouvoir aujourd'hui en vivre pleinement. C'est un milieu très sélectif dans lequel il est très compliqué d'avoir des revenus stables et d'en vivre. Et pourtant, il a réussi cet exploit en utilisant notamment intelligemment des leviers comme les réseaux sociaux, en exposant dans de nombreuses galeries et en allant dans des salons. Bref, j'espère que son parcours, même s'il n'a pas de rapport avec le cinéma, saura quand même vous apporter plein de clés essentielles pour développer votre créativité et votre parcours professionnel artistique. Bon visionnage! Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Warren. Warren, tu es un artiste, peintre, street artiste. Ouais, c'est ça. C'est ça. On peut dire ça. Est-ce que tu peux, du coup, dans un premier temps, te présenter, nous raconter un peu ton parcours et comment tu en es arrivé à te lancer dans le milieu artistique? Ouais, bien sûr. Alors, je m'appelle Warren Podguzer. Mon nom d'artiste, c'est Wawapod. Ça fait 6 ans que je peins maintenant. J'ai commencé par découvrir en peignant surtout de l'abstrait au couteau. C'était assez amateur au début. J'ai eu aussi des retours très rapidement où j'ai mis des vidéos, des photos sur les réseaux sociaux et je me rendais compte que les gens ils aimaient bien ce que je faisais. Donc moi ça me faisait plaisir et du coup j'ai continué dans ça. Je continue à travailler bien sûr à côté. J'ai travaillé en tant que préparateur en pharmacie pendant 7 ans d'ailleurs. Et petit à petit j'ai commencé à faire des expositions dans des bars, dans des restaurants. J'avais déjà des retours, je commençais à vendre un petit peu, donc ça me faisait plaisir. Et je me disais, pourquoi pas continuer là-dedans et prendre un peu de temps pour vraiment le faire. Et c'est ce que j'ai fait en 2020, je crois. Après la première vague de Covid, j'ai quitté mon travail, j'ai été en rupture conventionnelle et ça m'a permis d'avoir le chômage. Et c'est vrai qu'en France, on a de la chance d'avoir cette possibilité-là. Pendant 2 ans, j'ai pu me consacrer totalement à la création, à la peinture, à la création de mon entreprise aussi. Donc j'ai créé mon statut d'artiste auteur. Finalement, depuis 2020, je travaille plus du tout à côté. Donc voilà, ça fait 4 ans. Et ça fait bientôt 2 ans que j'ai plus de chômage. Donc voilà, je me suis aussi rendu compte de toutes les réalités. La finalité, c'est aussi de vendre son travail et que ça marche. J'avais aucun réseau au début. J'avais pas vraiment de notion de marché ni de création. Finalement, je dessinais pas forcément quand j'étais plus jeune. J'ai appris un peu tout de façon autodidacte. J'ai appris sur Internet, j'ai appris en essayant, en posant des questions. Je suis allé beaucoup dans des vernissages pour rencontrer des gens. Petit à petit, voilà, j'ai créé mon réseau. Aujourd'hui, je suis donc artiste peintre officiellement. Je gagne ma vie comme ça et je suis super heureux. Je sais la chance que j'ai de pouvoir faire ce que j'aime. Et concrètement, comment tu as découvert vraiment ta passion pour l'art? Parce que tu disais que tu n'étais pas petit, tu n'étais pas forcément là-dedans. Et à quel moment ça t'a intéressé et toi, pour la première fois, commencé à prendre de la peinture et aller acheter des Posca et tout, et à commencer à acheter des toiles en fait? C'était quand que tu as acheté ta première toile et pourquoi en fait? Je pense que ma première porte d'entrée vers l'art, ça a été la photographie. Donc j'ai commencé à prendre beaucoup de photos comme aujourd'hui avec nos téléphones, on peut prendre tout en photo quand on voyage. Donc j'ai fait pas mal de street photos et ensuite j'ai commencé à vouloir travailler ces images-là. Donc sur des logiciels assez simples sur le téléphone, des logiciels, d'ailleurs ça s'appelle Mirror Lab, c'est un logiciel qui est accessible à tous. Et j'ai commencé à retravailler ces photos-là et c'est là où la créativité elle a commencé. Donc ça a été un peu en assemblant des photos, en
en faisant des miroirs, en changeant des couleurs. Voilà, c'est du travail de retouche finalement, de retouche photo, où j'ai commencé à vraiment aimer ça. Et en voyant le résultat de ces retouches de photos, je me suis dit, mais en fait, pourquoi j'essaierais pas de les créer de mes propres mains? En fait, plus que les imprimer et les montrer comme ça, j'avais envie de les redessiner, de les retravailler, mais avec mes mains, et du coup de créer des œuvres uniques à partir de ces travaux-là, qui sont numériques finalement. Et c'est aussi comme ça que je travaille aujourd'hui, c'est de façon beaucoup numérique de base, et ensuite je passe au physique. Et c'est pour ça que j'ai commencé à dessiner et que j'ai commencé finalement à essayer de reproduire ce que je faisais de façon numérique. Donc au début j'ai commencé à décalquer, donc c'était un peu galère, mais j'ai commencé par ça parce que j'ai pas de notion de dessin finalement. J'ai pas appris à dessiner, même si aujourd'hui je sais dessiner, mais j'ai pas appris à le faire. Donc il faut trouver des manières de pouvoir réaliser ce que j'avais envie de faire. Donc décalquer, après j'ai acheté une tablette lumineuse, ça m'a permis de décalquer aussi à travers. Et après j'ai commencé aussi à utiliser un rétroprojecteur, et ça c'est ce qui m'a permis après de faire des plus grands formats, de pouvoir avoir une précision. Mais c'est hyper intéressant parce que tu n'avais pas de background, on va dire, académique dans l'art et dans le dessin, tu n'as pas fait les beaux-arts ou ce genre de choses, mais tu as quand même réussi à trouver des outils en fait, qui t'ont permis de le faire grâce à des applications ou le système de projection dont tu parlais, c'est hyper astucieux en fait d'être passé par là, quoi. Ça tu l'as trouvé tout seul parce que tu t'es dit, putain, il faut que je trouve absolument une solution pour dessiner parce que je sais pas le faire. Ouais, c'est ça. Okay. Et il y a un plaisir à se dire, en fait, j'ai tout appris tout seul. Donc c'est ce côté-là aussi qu'on a aussi quand on est enfant, en fait, c'est retrouver ce truc-là d'apprendre, le plaisir d'apprendre, de mettre en place des choses qui font qu'ensuite on peut réussir à faire ce qu'on a envie de faire. Et aujourd'hui, grâce à Internet, on peut le faire. En fait, on peut tout apprendre, on le sait, sur YouTube, même aujourd'hui, avec l'IA, on peut faire énormément de choses aussi, qu'il n'y avait pas quand j'ai commencé, mais je trouve ça incroyable. Donc voilà, c'est vraiment ce truc-là de partir finalement de rien en termes de notions artistiques et créatives. Après, je pense que j'ai toujours eu une sorte d'appétence à l'art, et mon père, il était aussi artiste peintre. Du coup, je pense que j'ai baigné là-dedans. Ma mère, elle est styliste chez ANSB. Donc, je pense qu'il y a le côté créatif et curieux, et voilà, tout ça que j'ai, et qui m'a permis d'en arriver là où j'en suis. Et j'ai déjà eu des gens qui m'ont dit mais t'as fait les beaux-arts et il y a des gens pour qui c'est important d'avoir dans tous les métiers... Un diplôme, quoi. Ouais, d'avoir un diplôme. Et les beaux-arts, c'est souvent le truc un peu très académique où tu vas apprendre des méthodes, mais moi, je suis pas passé par là. C'est marrant parce que tu dis que ton père était quand même artiste peintre déjà. Ouais. Et donc, toi, malgré ça, t'as pas été dans ce domaine-là, dans ce milieu-là, ça t'a pas attiré jusqu'à très tard au final, puisque c'est assez récent. Ouais, c'est fou. Hein. Ouais. Je pense que pendant longtemps, j'ai été un peu freiné par l'adolescence, un peu tardive, où je faisais la fête, où ça m'a un peu freiné. Donc moi, j'ai commencé à essayer de bosser. J'ai bossé en tant que préparateur en pharmacie au début. Je faisais un métier qui me plaisait plutôt bien, mais j'avais pas de grand plaisir enfin, c'était pas ce que je fais aujourd'hui qui me rend... Je me sens vraiment vivant dans ce que je fais. Mon père était artiste, mais non, c'est pas ça qui m'a mené vers là. Il faisait des vernissages quand j'étais petit et tout, mais après, pendant 15 ans, j'ai pas eu du tout... J'allais jamais dans des musées, j'allais jamais dans des galeries. Et un jour, c'est ça, je dirais en 2016-2017, je crois que c'est quand je suis parti aussi à New York, je suis allé au MoMA, et je me suis rendu compte que en fait, j'aimais bien aller au musée. En tout cas, le MoMA, c'était un musée moderne, plutôt, ouais. L'art moderne, ouais. En tout cas, moi, je suis beaucoup plus sur l'art contemporain et l'art moderne. Et ensuite, à Paris, je crois que je t'avais emmené une fois, non On était allé à Beaubourg, ouais. Ouais, on était allé à Beaubourg. Tu étais peut-être déjà allé avant, je sais pas. J'étais allé plus jeune, petit, plusieurs fois avec ma mère. C'est ça, ouais. Quand on est jeune, on nous force un peu à aller au musée et tout, et on se rend pas trop compte. Mais moi, en tout cas, à Paris, on a une diversité culturelle incroyable, et je me suis rendu compte de ça assez tardivement. Avant, c'était que j'allais au ciné et j'allais au Parc des Princes. J'étais aussi fan de foot pendant longtemps. Donc ouais, c'est vraiment la découverte des musées, des galeries, surtout que en fait, c'est gratuit. Tu peux aller dans n'importe quelle galerie à Paris. Il y a des centaines de galeries qui sont gratuites. Et toutes les 2-3 semaines, ça se renouvelle. Il y a toujours des nouveaux artistes.
et dans des lieux calmes, dans des très beaux lieux où on n'aurait pas imaginé qu'il y ait des choses là-dedans, parfois dans les petites ruelles, dans le marais, dans les arrière-cours. Enfin, en fait, moi j'ai adoré faire ça. Aujourd'hui, je le fais encore, donc je pense que c'est ça aussi qui me nourrit. J'adore aussi découvrir des nouveaux artistes. Ici aussi, chez moi, vous pouvez voir peut-être un peu là, mais je collectionne pas mal d'œuvres et je suis entouré d'art tout le temps en fait. Et c'est ça qui me nourrit. Et on le ressent dans ce que je fais, c'est qu'il y a toujours une réinterprétation et il y a toujours une réutilisation de ce que j'ai vu et de ce qui m'inspire. Et concrètement, ton processus créatif, tu l'abordes comment, toi? Alors en fait, moi, je joue beaucoup avec les images. Donc en fait, je vais prendre des images qui ne m'appartiennent pas forcément, donc des photos qui vont me toucher, des photos d'actrices ou parfois des visuels. Je vais prendre une œuvre de Vasarely ou une œuvre de Matisse. Et en fait, j'ai des centaines de fichiers comme ça sur mon téléphone. Je travaille beaucoup sur mon téléphone, en fait, aussi sur Photoshop, mais beaucoup sur mon téléphone. Et en fait, ces photos-là, je vais les retravailler. Donc, je vais les pixeliser parfois. Ensuite, à l'intérieur des pixels de ces images-là, je vais intégrer encore d'autres visuels. Ma particularité aussi dans ce que je fais souvent, c'est qu'il y a une double lecture. Et j'ai vraiment un plaisir à faire ça. C'est-à-dire que je passe des heures et des heures. Et même, tu te rappelles, quand j'étais... à l'époque, on faisait ça, même tu avais commencé à le faire sur Mirror Lab. Oui. Tu prends des photos et tu peux passer des heures Ouais, à dormir. tu m'avais donné le virus quand l'appli était sortie et je faisais aussi des collages avec plusieurs photos que j'inversais, que je mettais en miroir. Oui, il y a un côté assez simple finalement. Mais assez addictif. Et après, je m'en sortais plus parce qu'il y avait trop de possibilités en fait. Ouais, c'est incroyable. Et ça me rendait fou. J'en postais quelques-unes que j'aimais bien sur Instagram, mais je passais des heures à faire ces montages-là. Mais il y a un côté graphiste en fait dans ce que je fais. Moi, je pense et je me rends compte de comment c'est ouf toutes les possibilités que tu peux faire. Et du coup, une fois que moi j'ai un visuel qui me plaît, là je me dis j'ai trop hâte de pouvoir le réaliser. Et là, une fois que je le réalise, là je me dis tiens, je vais le faire en 100 par 100, alors que le truc il est tout petit. Et je me dis putain, mais quand il va être en 1 mètre par 1 mètre dans une galerie avec une caisse américaine, avec du vernis, le truc ça claque quoi. Et en fait, je suis hyper excité toujours et j'espère que je pourrai toujours garder cet enthousiasme et cette excitation face à ce que je fais. Sur cette œuvre-là que vous voyez derrière, là je suis en train de la faire et en fait c'est en train de se construire. Mais avant ça, je l'ai déjà travaillé et j'en ai fait des dizaines et des dizaines sur ordinateur que j'ai retravaillé. Et là, petit à petit, je commence à voir que ça se construit avec de la peinture, donc avec des traces de peinture, avec des couleurs que j'ai fait parfois différentes de ce que j'avais fait sur le téléphone. Et en fait, petit à petit, j'arrive à quelque chose qui est physique. Donc ouais, il y a ce côté-là, une fois que c'est numérique, après, j'ai tellement hâte de le faire physique. Et une fois que c'est physique, j'ai tellement hâte de le montrer en réel aux gens et de l'encadrer et de le vendre. Et une fois qu'il est vendu, les gens ils m'envoient une photo de l'œuvre dans leur salon. Et ils me disent, ouais, mais ça fait partie aujourd'hui de mon quotidien. Quand j'invite des gens à la maison, ils adorent. Et ils me racontent un peu l'histoire de l'œuvre, qu'est-ce qui va se passer après. Et ça, je trouve ça génial. Donc aujourd'hui, j'ai des dizaines et des dizaines d'œuvres qui sont dans des salons de gens souvent inconnus ou parfois des amis aussi qui m'ont acheté. Et ça, je trouve ça génial, en fait, de la circulation, de partir d'un petit truc, d'une idée. Et ton idée, elle va finir dans un salon et elle va finir... par faire partie du quotidien de quelqu'un, quoi. Et ça, c'est génial. Ça, c'est la particularité de cette œuvre, c'est que en fait, là, j'ai peint directement sur le verre. Donc, tous mes petits points, ils sont sur du verre. Et le fond, je l'ai peint aussi. Donc, il y a 5 cm d'écart entre les deux. Je ne sais pas si on se rend bien compte en vidéo, mais il y a un côté vraiment de profondeur et de 3 dimensions. Donc, voilà aussi, ici, sur le même principe, on a une œuvre sur verre. C'est que des petits points que j'ai travaillés sur la vitre. Et c'est une œuvre qui représente Daft Punk, ici. Et après, ici, là, vous avez une partie de mon atelier. Non, t'avais pas. Ici, une partie de mon atelier où je travaille ici sur mon bureau. Donc, ici, c'est le portrait de Jean-Michel Basquiat, qui était un peintre assez connu, qui est mort à 27 ans, comme beaucoup de grands artistes. Donc là, voilà, j'ai travaillé que des petits points aussi. Et à l'intérieur du noir, j'ai écrit le mot art de centaines de fois. Donc voilà, c'est un tableau que je suis en train de travailler aussi, que j'ai pas fini, mais j'ai toujours plein de toiles un peu partout que j'ai pas fini. Donc voilà, j'avance un peu petit à petit là-dessus. Ici aussi, voilà, 2 personnes qui s'embrassent avec un travail un peu graphique que j'ai travaillé aussi sur Mirror Lab d'ailleurs. Tu vois un peu le truc des 4 comme ça. Voilà.
Je me suis beaucoup inspiré je réinterprète beaucoup des œuvres de Matisse, Magritte, Keith Haring, Andy Warhol. C'est des artistes qui ont été hyper connus au XXe siècle. Et j'utilise beaucoup. En fait, je retravaille à partir souvent de leurs visuels, où je vais utiliser la banane d'Andy Warhol, où je vais utiliser la couronne de Basquiat pour les intégrer dans mes visuels, où ça va être finalement des clins d'œil, des hommages. Et ça, j'adore le faire. En fait, j'aime beaucoup que les gens ils puissent se référer à quelque chose et que n'importe qui, c'est tellement connu en fait ce que j'utilise, que je réutilise, que finalement j'ai l'impression que ça appartient un peu à tout le monde parce que c'est dans l'inconscient collectif. Et du coup, quand je réutilise quelque chose de très connu, j'aime bien que les gens puissent s'y référer. Et des gens qui sont jamais allés dans une galerie, qui sont jamais allés dans un musée, ils vont dire ah, putain mais je connais ça, et ça leur donne envie en fait, et ça les intrigue. Donc c'est ce côté vraiment populaire et ce côté un peu vulgarisateur que je fais dans mes œuvres, et ça j'ai envie de continuer à le faire. De pouvoir mélanger des courants, des artistes, et toujours de créer quelque chose de nouveau. C'est assez varié. Oui, c'est assez varié, mais il y a aussi du pixel art qui est assez connu, ou du pointillisme. Donc ça, c'est en fait moi la plupart de mes tableaux, ils sont faits à partir de points, et du coup il y a, on pourrait dire, du pointillisme moderne et du pixel art dans le sens où chaque petit point compose une image. Il y a aussi la notion d'art cinétique dans mon travail, parce que en fonction de la position qu'on prend, quand on regarde mon œuvre, on va pas voir la même chose. Si on est proche de l'œuvre, on va pas forcément voir ce qui se passe, on va voir une œuvre abstraite. Et plus on recule, ou si on va sur le côté, en fonction de la lumière aussi, les œuvres elles vont se révéler à ce moment-là. En fait, je l'ai fait d'abord en blanc pour pouvoir après mettre du orange dessus, parce que si tu mets du orange sur du noir, ça marche pas du tout. Ok. Tu es obligé de faire 3 couches et c'est jamais bien orange, alors que là, si tu fais la base en blanc... Belle astuce. Ouais, ça je me rends compte petit à petit aussi, les choses... Oui. Là, tu passes des heures du coup à remplir les petits ronds. Ouais, je passe ma vie à faire ça. Il y a un côté un peu punition, tu sais, genre le truc où tu répètes le même truc tout le temps. Mais j'ai un côté aussi qui me canalise, en fait. J'ai l'impression que quand je le fais pas... C'est méditatif un peu quand même. Ouais, il y a un côté méditatif grave. Et ça me fait du bien, vraiment. Je l'ai fait faire d'ailleurs à ma mère un peu ces derniers temps, qui est bientôt à la retraite. Et vraiment, elle a beaucoup aimé faire ça. Et ça lui arrive souvent de remplir des œuvres que j'ai fait. Tu sous-traites? Ah ouais, complètement. Et en plus, je la paye pas. C'est une assistante gratuite. Donc en plus de travailler sur toile, tu travailles aussi dans le street art, tu fais aussi des œuvres dans la rue, des pochoirs. Pourquoi? C'est juste pour varier aussi les plaisirs? Et quelle est ton approche, enfin la différence entre ces deux approches, entre ce que tu vas faire dans la rue et ce que tu vas faire sur toile? Alors j'ai commencé à faire du street art finalement, surtout en collant des œuvres. Donc en fait, ce que je faisais, c'est que j'imprimais des œuvres sur du papier, un peu comme les colleurs d'affiches dans la rue ou dans le métro. Ensuite, je les éparpillais un peu partout dans mon quartier. L'idée, c'était déjà d'apporter l'art dans la rue, donc de toucher un maximum de personnes, qu'ils n'aient pas besoin de pousser les portes d'une galerie, mais d'avoir directement mes œuvres qui vont les interpeller dans la rue. Donc parfois les gens vont les prendre en photo, donc moi je mettais toujours ma petite signature en dessous, ou parfois je mettais aussi un QR code qui permet que les gens puissent retrouver mon nom, mon travail. Et donc j'ai commencé d'abord par coller des affiches, coller des œuvres dans la rue, et je me suis rendu compte que je recevais des messages, je recevais aussi des repartages sur Instagram, donc je trouve que dans la rue, c'est la meilleure publicité qu'on puisse avoir, et en plus c'est gratuit finalement, il n'y a pas besoin d'aller sur Facebook, Instagram, payer des publicités. Tu vas dans la rue, tu t'imposes, c'est interdit en soi, mais moi je trouve que voilà, on est tellement pollué visuellement déjà par plein de publicités ou des choses qui vont pas dans nos valeurs parfois, ou qui sont complètement imposées. Parfois on a des publicités même, j'ai déjà vu des publicités sur l'alcool partout, sur les quais à Bastille, je sais pas si tu as déjà vu ça, à Poliakov, sur tout le quai comme ça. Moi je pense qu'on peut s'imposer aussi dans la rue, imposer son art, et j'ai eu envie de le faire. Et ensuite j'ai aussi fait pas mal de pochoirs, des pochoirs où j'écris Bonjour amour toujours, ça c'est un message que je diffuse depuis 2-3 ans, et c'est un message qui est positif, qui me permet de toucher aussi pas mal de gens. Et en fait on commence par bonjour, donc déjà les gens ils le voient sur le sol, en fait j'utilise des bombes de peinture et je tag sur le sol, donc il y a écrit bonjour, amour toujours, donc c'est 3 mots assez simples qui riment, et il y a un côté poétique et très positif, et je pense que
que c'est important de créer un sourire comme ça. Parfois, en 2-3 secondes, on voit un petit message et ça leur donne le sourire. C'est pas grand-chose, mais moi, je trouve que c'est important. Et j'aime voir ça, et du coup, j'ai eu envie de faire ça. Et je l'ai fait dans plein de villes. Je l'ai fait à Paris, Marseille, Bordeaux, à Lille, un peu partout où je vais en fait. Et à chaque fois, j'ai des retours des gens, et ça j'adore en fait, parce que je reçois, il n'y a pas une semaine où je ne reçois pas des photos de gens qui me disent merci d'avoir été sur mon chemin, des choses banales, des choses, ils m'envoient des photos de leurs chiens devant le truc, ou parfois des photos de leurs pieds, ou des photos de... Et je trouve ça génial, en fait, il y a une interaction qui est hyper intéressante et qui me nourrit moi aussi. Parce que quand on est artiste, on est souvent seul aussi face à ce qu'on fait, on est souvent seul finalement. Les réseaux sociaux, il y a un côté un peu aussi, un autre côté où on pourra en parler, qui est un peu plus vicieux, mais je trouve que grâce aux réseaux sociaux aussi, on peut échanger avec plein de gens et se sentir un peu moins seul, je trouve. Ouais. Sur Instagram, tout le monde peut t'envoyer un message. Même d'ailleurs, des célébrités, ils répondent pas toujours, mais on peut écrire à une célébrité et enfin ça, je trouve ça super. Tu vois. Ça a permis de rendre plus accessible aussi le contact. Et après, des fois à tort, hein, parce qu'on se dit, voilà, oh, ils sont comme nous, ils ont un compte Instagram. Mais bon, il y a aussi beaucoup de mise en scène des fois derrière certaines célébrités, donc c'est à double tranchant. Mais c'est vrai que les personnes, je pense, qui sont pas non plus extrêmement célèbres, restent accessibles. Moi, j'ai contacté un réalisateur qui avait peut-être 6000 abonnés. Quand j'ai vu qu'il en avait 6000, je me suis dit, bon, il y a des chances qu'il me réponde. Il a juste dit merci du coup au message que je lui avais envoyé. Mais voilà, c'est vrai que ça peut permettre éventuellement des approches. Donc, c'est à utiliser, de faciliter le contact avec certaines personnes, mais qui restent encore, je pense, accessibles entre guillemets. Et je pense que c'est bête à dire, mais c'est corrélé au nombre d'abonnés. Je pense que les gens, quand ils dépassent 50 000, 100 000, ils ont trop de messages en fait pour pouvoir répondre. Et aussi, ils ont des gens qui s'occupent de... Ouais, c'est ça. Non, c'est trop après. C'est sûr, c'est trop submergé. Après, il y a toujours des chances, mais c'est vrai que ça, c'est top. Pour pouvoir, en tout cas, des petits créateurs ou des petits artistes, pour dire petits en termes de popularité, bah, c'est génial pour ça. Et même en tant qu'artiste, moi, combien de fois j'ai envoyé des messages à des artistes en disant « Ah ouais, j'aime bien ce que tu fais. » Ah ouais, et on se donne des tips, on se donne des avis. Parfois, on se rencontre aussi comme ça, en fait. Donc ça, c'est génial. Parce qu'Instagram, c'est une vitrine incroyable. Et aussi, de par sa puissance en termes de visibilité, avec une vidéo, aujourd'hui, on sait qu'on peut toucher des milliers de personnes, voire parfois des millions. Moi, ça ne m'est jamais arrivé encore, mais en tout cas, on peut toucher des milliers de personnes. Si on fait une vidéo efficace, si notre propos il est juste et qu'on a envie vraiment qu'on arrive à capter, bah en fait, je pense qu'aujourd'hui c'est devenu pas primordial, mais c'est devenu indispensable de pouvoir mettre son travail sur Internet et de pouvoir faire des vidéos efficaces. Et ouais, moi je me prends pas mal la tête là-dessus. Ça me fatigue beaucoup quand même. C'est une partie de, je sais pas toi, mais c'est une partie qui est quand même très fastidieuse. Et surtout très incertaine, je trouve. Tu peux beaucoup te perdre et t'épuiser sur les réseaux sociaux et en ayant très peu de résultats. Ouais, c'est frustrant, ça peut être frustrant. C'est très frustrant, ouais. Mais ça peut aussi être incroyable. Quand ça marche, tout est parfait, tout est beau, et oui, ça peut te multiplier ta visibilité avec des chiffres complètement improbables. C'est vrai que ça permet de mettre un peu aussi finalement tout le monde sur le même pied d'un côté, parce que n'importe qui peut y arriver en fait, je pense. C'est juste que y a un côté chance, mais il y a un côté aussi, il y a des modèles de vidéos, de façon de montrer son travail. Moi, tous les jours, j'essaye de faire des petites captations de ce que je fais, et ensuite j'en fais des vidéos. Donc je fais des montages, je me prends la tête parfois sur Instagram à passer 2 heures sur un montage pour une toute petite vidéo, et après ça bug, et après je fais putain, je dois tout recommencer, et ça me rend fou. Mais ça fait partie du jeu. Je sais que je suis obligé, parce que aujourd'hui, si aussi quand je fais des expositions, je m'en rends bien compte. Moi, je fais au moins 4-5 expositions par an. Je me rends bien compte que petit à petit, il y a de plus en plus de monde, qu'il y a de plus en plus de ventes, que finalement, c'est de plus en plus efficace, parce que aussi les réseaux sociaux, parce que je communique. Et aussi, avant chaque exposition, j'essaye d'envoyer des messages sur Instagram à plein de gens qui m'ont contacté dans les derniers mois, et je leur envoie tous un petit message personnalisé en leur demandant comment ça va, est-ce que ça te dit de venir à mon prochain vernissage. Et je pense que ça, c'est important, et l'outil d'Instagram est incroyable pour ça. Après, il y a aussi la newsletter. Moi, je ne l'utilise pas pour les mails, mais toutes les entreprises utilisent des newsletters, et après on en a tellement aujourd'hui sur les mails. C'est ça, en fait, il y a un effet de saturation aussi, que ce soit YouTube, TikTok, Instagram. Bon, TikTok, je connais pas trop, mais j'ai l'impression que c'est
presque entre guillemets déjà trop tard et qu'il fallait Ouais, être là il y a peut-être, 10 ans pour sortir du lot. Bon, après, il y a toujours des gens qui sortent de nulle part et qui font des millions de vues très rapidement. Ouais, et c'est dingue. c'est Non, mais assez il y a une impressionnant. science, hein. Moi, j'écoute Ouais. pas mal de podcasts de créateurs et tout. Et effectivement, il y a des gens qui savent. Par exemple, s'il dit n'importe quel compte, je te prends ce compte-là et je te le fais monter à 10, 20, 30 k en une semaine. Parce que les mecs, ils savent cutter, ils savent créer, ils savent mettre en avant quelque chose. Ouais. C'est du marketing. En fait, c'est du marketing. Ouais. C'est ce qu'on fait dans la publicité. Tu prends n'importe quel produit, qui soit bon, c'est mieux qu'il soit bon, mais même un mauvais produit, tu le prends, tu peux faire le buzz. Après, en soi, ça ne veut pas dire que tu vas être périn et que ton produit il va marcher pendant des années, mais tu peux le faire marcher un petit peu. Mais après, derrière, il faut avoir une histoire à raconter, il faut avoir, comme quand tu es artiste, tu vois, tu peux très vite monter aussi, mais si derrière, ton travail, il est pauvre, Ouais. qu'il apporte rien de nouveau, après, peu importe, tout le monde fait ce qu'il veut, mais je pense que c'est important aussi de travailler aussi tout le fond avant de percer, comme disent les jeunes. Mais ouais, j'ai eu ça sur TikTok. Au début, je mettais des vidéos sur TikTok, et il y a toujours des petits qui mettent ça va percer et tout. Je vois des vidéos effectivement qui ont fait 100K et tout. Je sais pas s'il y a ce truc-là de percer, mais c'est un peu un truc dans la tête des gens de se dire ça y est, tu vas faire une vidéo qui marche et c'est bon. C'est bon, ta vie elle est réglée, Moi, il n'y je a plus de pense pas, problème. mais après, c'est très important, ouais, vraiment. Ouais. Moi, ça me fait chier, grave, de le faire. Le jour où je pourrais déléguer ça, je pense que je vais le faire. Oui, toi, tu as envie comme tous les gens dans la création, tu as envie de créer. Les gens qui font des films, ils ont envie de faire des films, d'écrire, ils n'ont pas envie de s'embêter avec de la production, du marketing, de la communication. C'est Mais sûr ça que fait c'est le côté, voilà, ça fait partie du boulot. Maintenant, aujourd'hui, quand on est entrepreneur, que ce Ouais. soit dans l'art ou n'importe quoi d'autre, il faut être dans la capacité de se vendre et de vendre son produit, de vendre son histoire et avoir une présence sur les réseaux sociaux. Malheureusement, j'ai l'impression qu'on ne peut plus faire autrement aujourd'hui. Mais du coup, ça ouvre la porte à tout le monde potentiellement. Comme tu dis, tout le monde, c'est accessible à tout le monde à moindre coût. Alors qu'avant, fallait payer, je sais pas, des publicités en magazine, des publicités à la télé. C'était réservé aux grosses entreprises qui ont des moyens pour faire ça. Maintenant, ça ouvre la porte à tout le monde, mais ça veut dire la contrepartie, énormément de concurrence. Moi, je m'en rends compte, mais c'est surtout en regardant les vidéos, en fait. C'est comme ça qu'on apprend. C'est ça qu'il faut analyser. C'est en fait quelle vidéo. En fait, il faut réussir à prendre conscience quand on est sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui garde mon attention et pourquoi. En fait, quand on voit une vidéo et qu'on la regarde 3 fois d'affilée, il faut qu'on prenne conscience du truc et se dire mais alors pourquoi celle-ci je l'ai regardée. Il faut réussir à les analyser et se dire ok, là il y a ce qu'on appelle un hook, donc un truc qui va attirer mon attention, une sorte de promesse qui va me donner envie de rester. Et après, pour éviter aux gens de swipe. De passer à la suivante. Réussir à ne pas capter l'attention. On est tellement submergé d'informations aujourd'hui que c'est pas évident, mais il y a des recettes qui fonctionnent. Après, parfois tu fais exactement ce qu'il faut et ça marche pas. Et c'est chiant parce que tu vas faire 3000 vues alors que d'autres vont faire des vidéos qui sont pas forcément mieux, mais qui vont directement faire. Enfin, je pense qu'il y a aussi l'algorithme aussi parfois qui est compliqué, qui change en permanence, qui parfois va te cacher, tu comprends pas pourquoi. Et ça, c'est frustrant. Mais après, il faut jouer avec, il faut réussir à comprendre. Et j'avoue que c'est une grosse partie du travail aujourd'hui qui, moi, en tout cas, ça m'épuise. Et c'est pour ça que récemment, pendant une semaine, j'ai désinstallé Instagram carrément de mon téléphone. Et ça m'a permis d'avoir une tranquillité d'esprit qui était vraiment efficace. Ça m'a fait vraiment du bien. Je l'ai fait 2 fois ces derniers temps. Et à chaque fois, ça m'a fait un bien fou. Parce qu'il y a une addiction à Instagram. Déjà, en tant que lecteur, enfin en tant que consommateur, tu regardes des trucs et en tant qu'artiste, en tant que créateur, en fait, tu es tout le temps en train de regarder tes chiffres, en train de regarder est-ce que là, ça a fait assez de likes, et combien de vues, tu regardes tous les jours. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas 5-6 heures où tu vas pas regarder tes vues. Enfin, c'est complètement fou, quoi. On est devenu... accro. En même accro. temps, les applications sont faites pour ça. Designées pour. J'ai décidé encore une fois de couper l'interview en 2 puisqu'elle est quand même déjà assez longue. Donc je vous retrouve très bientôt pour la deuxième partie de l'interview. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la suite. Il y a encore plein de petites pépites très intéressantes qui arrivent. Je vous retrouve très bientôt.